Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir renouvelé votre confiance en cesse à Renaissance Télévision pour ce 1e numéro de l'émission Le Dimanche Politique. L'invité de ce numéro s'appelle Jean-Pierre Rougou, acteur politique sur le plan national. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, avec vous, on va parler de l'actualité, c'est-à-dire la formation du nouveau gouvernement, la dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle. On va parler également des législatives à venir, de vous, de votre démission de l'Union nationale et de vos perspectives politiques. Votre participation au dialogue inclusif et sans tabou l'an dernier, initié par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, sera également à l'ordre du jour. Donc voilà, en un mot, le sature, le condensé, sinon le fil d'Ariane de l'émission de ce soir. Une fois de plus, bienvenue. Je vous remercie. Jean-Pierre Rougou, le 22 mai dernier, vous avez démissionné de l'Union nationale, très exactement. Est-ce que c'est officiel? Parce que tout le monde ne le sait pas. Mais écoutez, quand on adhère à un parti, on ne fait pas de publicité. Comme quand on décide de quitter un parti, on n'a pas besoin de faire de publicité. Il se trouve simplement que, comme vous le savez, j'ai été au dialogue national l'année dernière. Et j'ai attendu une année avant de démissionner. Donc, le 22 mai, j'ai officialisé, je n'ai pas dit j'ai officialisé, j'ai formalisé ma démission de l'Union nationale. Vous avez formalisé votre démission de l'Union nationale. Pourquoi vous partez de l'Union nationale? C'est Miboto qui vous embêtait tant ou bien c'est la politique ou je ne sais pas, le parti qui est en pleine dissension? Cette situation, c'est celle-là qui vous amène à partir de l'Union nationale? Je n'ai pas de problème particulier avec les individus. Vous avez forcément un problème. Et je ne fais pas de fixation sur les individus. D'accord. Il se trouve simplement qu'il y a eu des choix faits par mon parti pour lesquels je n'étais pas d'accord. Lesquels? Par exemple, vous savez que l'Union nationale avait un candidat aux élections présidentielles qui avait été désigné au cours d'un congrès souverain, qui est l'organe souverain. Ce candidat a été délaissé pour choisir un autre candidat dans des conditions que tout le monde connaît. Moi, je respectais la décision qui avait été prise par le Congrès, qui est souverain, et je n'ai jamais été d'accord avec le choix fait par les quelques dirigeants de mon parti. Vous parlez justement du fait que Casimir Oyemba à l'époque est adoubé le candidat Jean Ping, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle. Qui vous crée, enfin, qu'est-ce qui vous embêtait à l'intérieur? C'est Jean Ping. Est-ce que vous êtes sûr que si Oyemba partait comme candidat de l'Union nationale jusqu'au bout, il aurait pu arriver au palais du bord de mer et battre Ali Bongo? Écoutez, moi, c'est un problème de principe. Je suis militant de l'Union nationale. J'ai travaillé, contribué à faire naître ce parti. J'ai travaillé à son rayonnement. Notre candidat avait été choisi par le Congrès, qui est l'organe souverain. Oui, mais est-ce qu'il faisait le poids dans l'opposition? Il avait sa partition à jouer. Il avait sa partition à jouer dans l'opposition comme sur le plan national. Non, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que Casimir Oyemba pouvait battre Ali Bongo et arriver au palais du bord de mer? Casimir Oyemba aurait joué un rôle important dans ce qui s'est passé en 2006. Non, jusque-là, vous ne répondez pas toujours. Il joue un rôle important puisqu'il est candidat à la présidentielle, mais est-ce qu'il pouvait gagner? Mais c'est un candidat comme tous les autres. Il avait le potentiel, il avait un parti politique, c'est un haut cadre du pays qui a beaucoup d'expérience. Oui, mais en 2009, on avait connu Oyemba qui était candidat et ensuite qui s'est désisté à la dernière minute. Ça a forcément eu un impact en 2016. Les gens qui se sont dit Oyemba, il est encore parti, il est candidat, mais ensuite il décide d'accompagner l'autre. 2016, ce n'était pas 2009. Et il n'est pas allé au bout de sa candidature, donc nous ne pouvons pas juger ici. Mais sur les deux faits, 2016 ressemble à 2009, puisqu'Ali Bongo sort vainqueur à l'issue des deux scrutins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je continue à penser que le candidat qui avait été choisi souverainement par mon parti allait être accompagné par mon parti. Et il se trouve qu'en chemin, quelques dirigeants de mon parti, quelques personnes de l'autre parti ont décidé autrement. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette décision et je suis rentré chez moi. Voilà. Nous sommes toujours sur cette rétrospective de la présidentielle 2016. Oyemba qui adoube Jean Ping, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez aussi accompagné Jean Ping? Je suis rentré chez moi.
Pourquoi? Parce que c'est Jean Ping qui vous énervait? Parce que c'est comme ça la politique. La politique, c'est des choix. Moi, j'avais choisi d'accompagner mon candidat, le candidat choisi par mon parti. D'autres personnes ont décidé autrement et je suis rentré chez moi. Mais ils partageaient les mêmes idéaux puisque vous êtes tous opposants. Et je l'ai écrit sur ma page Facebook. Si vous me suivez bien, le 15 août, je l'ai écrit sur ma page Facebook. Je suis rentré chez moi. C'est un choix, c'est ça la politique, cher ami. On n'est pas obligé de suivre tout le monde. Moi, je suis un politicien, j'ai des relations. Il m'est arrivé de voyager. J'étais au courant d'un certain nombre de choses et j'avais pensé que ce choix n'était pas le bon. C'est ma liberté, je suis rentré chez moi. Donc pour vous, Ping n'était pas la solution? Je ne fais pas des fixations sur les individus, monsieur. Mais oui, mais nous parlons des individus, nous parlons des précurseurs, ça veut dire des principaux acteurs de l'élection présidentielle. On ne peut ne pas les citer. Je vous dis bien, ce qui s'est passé après le 15 août, je n'étais pas d'accord avec et je suis rentré chez moi. C'est ma liberté. Voilà. Et vous avez attendu 1 an après pour pouvoir démissionner? Oui. Parce que est-ce que vous étiez partie prenante des actions menées par l'Union nationale jusque-là? L'Union nationale, rappelons-le, qui est membre de la coalition pour la Nouvelle République, dirigée par Jean Ping. Ben écoutez, je reviens sur ce que je vous ai dit. D'accord. Je suis quelqu'un, je suis, comment dire ça, conséquent. Je vous dis bien qu'en août, je n'ai pas suivi mon parti lorsque mon parti a décidé de suivre un autre candidat. C'était la liberté, ma liberté que je devais respecter. Ensuite, lorsqu'il s'agit pour mon parti d'adhérer à la nouvelle coalition, je n'ai jamais été membre de la nouvelle coalition. Excusez-nous si on insiste sur certains points, parce qu'on a besoin d'éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent. Vous avez parfaitement le droit. Je n'ai pas accompagné le candidat Ping. Je suis resté chez moi, je n'ai jamais fait la campagne pour lui. Ensuite, je n'ai pas adhéré à la nouvelle coalition. J'assistais aux réunions de mon parti, mais je n'allais jamais aux réunions de la nouvelle coalition. Vous avez vraiment un sérieux problème avec Jean Ping, hein? Non, même pourquoi vous voulez absolument ramener ma posture sur des individus? C'est une position, je pense comme ça, je suis resté chez moi. Et tout le monde le sait dans mon parti. Je n'étais pas membre de la nouvelle coalition. Quand je décide d'aller au dialogue, je ne suis pas membre de la coalition pour la Nouvelle République. Je suis vice-président de l'Union nationale quand je décide d'aller au dialogue. Ça fait pas longtemps que vous êtes parti de l'Union nationale. C'était le 22 mai. Le 22 de ce mois de mai. Alors, comment se porte, dans quel état laissez-vous l'Union nationale? Mais écoutez, je n'ai plus participé aux réunions de l'Union nationale depuis avril 2017. Avant ma participation au dialogue, je ne participais plus aux réunions de l'Union nationale. Donc je ne suis incapable de vous dire dans quel état se trouve mon ancien parti. Mais à côté de cela, il y a eu une simple coïncidence. Hein. Eyogo Edzan a été exclu parce qu'il était au dialogue et à la suite, il a été nommé ministre de la République, l'actuel ministre de l'Énergie. Estelle Londo, qui est également de l'Union nationale, qui est partie. Aujourd'hui, elle est ministre de l'égalité des chances, Biko Moussavou et j'en passe. Ce sera le cas pour vous. Vous quittez l'Union nationale. Après, vous attendez à l'issue des élections législatives où vous serez peut-être ministre de la République. Ah non, si je devais être ministre... On a reçu certains ici qui sont devenus ministres. Peut-être c'est une bénédiction pour vous. Si j'allais... D'autres ont été ministres quand ils ont été exclus. Moi, je n'ai pas été exclu, j'ai démissionné et puis je ne suis pas ministre. Et je me porte très bien, monsieur. C'est en cours? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me porte très bien. Je suis quelqu'un de très occupé. Je passe mes journées que je consacre à mes activités. Donc, voilà. Il vous est arrivé d'être consulté? Et vous savez que pour servir le pays, on n'a pas forcément besoin d'être ministre. Mais pour la carrière d'un homme politique comme vous, c'est nécessaire pour être devant de la scène? Non, on peut être devant de la scène en faisant autre chose, en se consacrant à d'autres activités. Le pays, c'est un pays qui est à construire. Donc il y a forcément de l'espace pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas membres du gouvernement. Qui vous a convaincu de quitter l'Union nationale? Estelle Londo et Yogo et autres pour dire, nous ici, nous sommes dans le bon camp, venez nous rejoindre, on va... Je suis parti de l'Union nationale officiellement depuis le 22 mai. Vous étiez vice-président. Donc personne ne m'a convaincu. C'est une décision personnelle, c'est une décision lourde, profonde, mais c'est une décision personnelle. Voilà. Vous êtes opposant. Vous restez opposant. Si on vous consulte pour rentrer au gouvernement, vous allez rentrer? On ne m'a jamais consulté. Donc, mais si ça arrive, quel sera votre position? Je suis incapable de vous répondre puisqu'on ne m'a jamais consulté. Non, le jour où on vous consulte, qu'est-ce que vous allez faire?
Est-ce que vous allez dire, non, moi je garde ma posture d'opposant ou je réponds à l'appel de la nation, comme l'ont dit les autres? Écoutez, le jour que je serai consulté, j'aviserai. Mais comme ça n'a pas encore été le cas, je ne sais pas quoi vous dire. Nous parlons justement du gouvernement. Actualité oblige, Madame le Président de la Cour constitutionnelle a dissous l'Assemblée nationale puisque les élections n'ont pas été organisées le 28 avril dernier comme prévu. Ensuite, le gouvernement aussi a été dissous et le président de la République a reconduit Emmanuel Isozen Ngondé conformément à la loi. Et quelle lecture faites-vous des figures de l'opposition qui sont rentrées au gouvernement que l'opinion présente aujourd'hui, comme les gens qui avaient beaucoup faim? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, moi je n'ai pas la même lecture que l'opinion. Ils n'avaient pas faim? Je pense que le Gabon est un pays à construire, que pour construire le Gabon, on peut mobiliser tous ces cadres, opposants comme les cadres de la majorité, le président de la République qui a le pouvoir de nommer, le Premier ministre aussi, ont porté leur choix sur 2 ou 3 cadres de l'opposition. Moi, je pense qu'il leur revient à ces hauts cadres du pays que je connais, avec qui j'ai eu le privilège de travailler, d'apporter leur pierre à l'édifice. Je l'ai écrit sur ma page Facebook d'ailleurs, parce que je les ai félicités officiellement. Et je pense aussi que les dirigeants du pays devraient mettre à la disposition de ces hauts cadres les moyens, leur donner la marge de manœuvre pour marquer d'une pierre blanche leur passage au gouvernement. Est-ce que vous pensez que construire le pays, c'est forcément participer au dialogue, je parle au dialogue, on va y revenir, participer au gouvernement d'Ali Bongo qu'on a vilipendé ici et là? Mais écoutez, c'est quand même, vous pouvez le vilipender, mais c'est ce gouvernement qui gère le pays. Donc il n'est pas toujours mauvais d'être là où les grandes décisions se prennent, les décisions qui impactent sur la vie de tous les Gabonais. Vous savez que les décisions qui se prennent au gouvernement impactent et les opposants et les gens de la majorité. Certains ont traité Ali Bongo d'imposteur. Vu qu'on est déjà aujourd'hui son ministre, est-ce qu'il est encore imposteur? Mais écoutez, quand ils ont tenu ces propos, ils étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, ils ne sont plus opposants, vous le reconnaissez. Ils étaient dans les postures d'opposants. Parce que quand on est opposant, vous connaissez la rhétorique des opposants. Et je crois aussi qu'Ali Bongo, en tant que président de la République, ne peut pas tenir rigueur à des hommes politiques parce qu'ils auraient tenu des propos qui peuvent paraître désobligeants. C'est la politique. Donc aujourd'hui, les hommes politiques prennent de la hauteur. Aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent encore se réclamer de l'opposition? Mais pourquoi pas? On ne peut pas être juge et parti, monsieur Rougou. Et vous savez que nous sommes dans une situation assez particulière. Laquelle? L'Assemblée nationale est dissoute, il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Oui, mais il y a quand même un président. Il y a quand même un président issu d'un parti politique dont le mandat est en cours jusqu'en 2023. La majorité est au pouvoir. C'est la posture à l'Assemblée nationale qui distingue quand même le fait qu'on soit de l'opposition et de la majorité. Est-ce que c'est pas un alibi? Et ceux qui ont accepté d'entrer au gouvernement sont entrés dans un contexte assez particulier. Est-ce que c'est pas un alibi que les uns et les autres ont trouvé pour pouvoir faire leur entrée au gouvernement, dire qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition? Ils ont été convoqués, ils ont été consultés, ils ont certainement posé des conditions qui ne sont pas souvent connues. Ils doivent servir au pays. Je pense qu'ils sont libres d'apporter leur pierre à la constitution du pays. Vous êtes acteur politique. Lorsque Estelle Ndo est partie de l'Union nationale à l'époque, pour le gouvernement, lorsqu'elle a été nommée ministre de la République, au sortir des élections présidentielles, comment avez-vous pris cela? Parce que c'est le sentiment qui devrait animer les autres aujourd'hui. Écoutez, Estelle Ndo, c'est une amie. Nous avons travaillé ensemble à l'Union nationale. Et comme je l'ai dit pour les autres, c'est un cadre Vous avez apprécié cela? De bon niveau. Elle a fait un choix que je respecte. Voilà. Vous n'avez pas condamné à l'époque? J'ai respecté son choix. Oui, respecter, mais vous pouvez condamner et respecter. Comment on peut ne pas condamner et respecter? Alors aujourd'hui, quitte de l'avenir de ces 3 membres de l'opposition qui font partie aujourd'hui du gouvernement Isozen Ngondé 3, est-ce qu'ils n'ont pas perdu leur crédibilité? Qu'est-ce qu'ils vont dire à la population demain? Vous savez, en politique, un homme politique ne meurt pas. Oui, mais un homme politique, c'est la dignité aussi, monsieur Rougou. Il faut relativiser. C'est un problème de sémantique qu'il faut relativiser. Oui, la sémantique, pour le Gabonais qui nous regarde. Moi, je le sais. Moi, je crois que je suis convaincu qu'un homme politique ne meurt pas.
qu'un homme politique prend des décisions. Un homme politique doit savoir prendre des décisions en fonction de certains codes. Et de son portefeuille aussi. C'est vous qui le dites. Moi, je pense vous êtes mieux placé par rapport à moi. Vous avez les contacts de gauche à droite. Donc, vous savez comment ça se passe. Écoutez, moi, je ne raisonne pas en m'appuyant sur des considérations que personne ne peut prouver. Moi, je considère que les hauts cadres du pays peuvent servir le pays. Ils peuvent être appelés à servir le pays. Si, lors des consultations, ils ont posé des conditions et que les partis ont cédé, ils sont libres de servir au pays. Et c'est à la fin de leur passage au gouvernement qu'on jugera. De se servir aussi, peut-être, quelquefois. C'est pas cadeau le travail qu'ils font. Ça, c'est encore vous qui le dites. Moi, je crois que quand on est membre du gouvernement, on est payé. Et je crois que c'est largement suffisant. C'est servir en faisant quoi? Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir convaincu Michel Menga-Messo, l'ancien secrétaire du Rassemblement Héritage et Modernité, de prendre part au gouvernement, c'est juste son salaire? Il n'y a pas eu de mal-être derrière? Moi, je n'étais pas là. Vous qui avez un peu les petites connaissances de ces choses-là, vous avez l'expérience politique. Je n'étais pas là. Je ne peux pas donner des affirmations qui ne sont pas vérifiables. Moi, je continue à penser que c'est des Gabonais, des hauts cadres qui ont été approchés et qui ont certainement posé des conditions et voilà, ils ont accepté. Nous allons les juger après leur passage au gouvernement de ce qu'ils auront fait, de ce qu'ils auront apporté de positif à l'avancement du pays. Vous pensez qu'ils peuvent réussir? À l'habitat aujourd'hui. L'habitat, c'est un secteur sensible qui n'a pas peut-être marché lors du premier mandat. Le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, l'a lui-même reconnu. L'autre à l'enseignement supérieur, il a critiqué le système LMD au Gabon. L'autre à le commerce. Ce n'est pas des cadeaux empoisonnés? Mais je l'ai dit tantôt, je disais qu'ils ont accepté. Je pense qu'ils auront des moyens. Et je pense qu'ils auront la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir... Et c'est normal, puisqu'ils sont dans un gouvernement. Quand on est membre du gouvernement, on est solidaire. Donc, après leur passage au gouvernement, on fera le point. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur Renaissance Télévision. L'émission, c'est le dimanche politique. La répétition est l'ami de la mémoire. L'invité, c'est Jean-Pierre Rougou, acteur politique sur le plan national. Vous êtes bien connu puisque votre participation au dialogue, on va revenir aux législatives tout à l'heure, vous avez en 2017 pris part au dialogue inclusif et sans tabou initié par le président Ali Bongo Ndimba. À l'époque, vous étiez membre de l'Union nationale. Vous avez dit à cette époque que c'était une décision personnelle. Combien on vous a remis pour aller au dialogue? C'est-à-dire, on vous a convaincu de prendre part au dialogue organisé par le président de la République dans l'intérêt supérieur de la nation. Je suis d'accord, mais on est venu vous voir avec combien de milliards exactement? Écoutez, je voudrais vous dire d'entrée de jeu que ma décision d'aller au dialogue est une décision mûrement réfléchie. C'est une décision qui a été guidée par mon amour du pays, parce que je pensais que les Gabonais pouvaient se retrouver pour discuter, parce que nous sommes un petit pays, que nous avons un fort potentiel et qu'il fallait travailler pour développer notre pays. Je ne raisonne pas toujours en termes d'argent. Tout ne peut pas se traduire en termes de chiffres. Ah, vous faites partie de ceux-là qui disent qu'on ne peut pas faire la politique sans argent. Vous pensez que c'est possible? Je suis allé au dialogue parce qu'on m'a fait des propositions, parce que j'ai discuté, parce qu'avant d'accepter ma participation au dialogue, j'ai discuté. Et on m'a donné un certain nombre de réponses qui ont fini par me convaincre et j'ai accepté. Je ne raisonne... Lesquelles, par exemple? Qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement? Je ne raisonne pas en termes d'argent. Donc je suis incapable de vous dire si on m'a donné de l'argent, ce qui m'a plu et qui m'a amené à participer au dialogue. Ah, vous dites si, il y a quand même eu l'argent derrière. Vous savez que quand vous participez à un événement de ce type, il y a des perdièmes. Combien de milliards à peu près? Ce n'est pas des milliards, on paye des perdièmes quand vous participez à un événement de ce type. Combien de centaines de milliers? Non, des perdièmes, c'est des, je sais pas, c'est des trucs simples.
c'est pas de l'argent, on vous donne quelque chose. Mais vous savez, le chiffre qui nous aide. Je vais vous dire. Vous êtes banquier de formation. Oui, donnez-nous les chiffres. Non, je vais vous dire, je crois que les perdièmes au dialogue tournaient autour de, je sais pas, 1 million, 2 millions, 3 millions, des trucs comme ça. Ah, c'est ce qu'on vous remet officiellement. Hein. Mais convaincre Orougou d'attendre pas au dialogue... C'était de l'argent qui sortait du trésor public, c'est tenu par une comptabilité officielle. Oui, ça c'est ce qu'on vous remet officiellement. Mais convaincre Orougou à prendre part au dialogue... Pour le reste, je ne suis pas au Il faut vraiment un sérieux pactole, comme on dit au quartier. Pour le reste, je suis incapable de vous le dire, parce que je ne sais pas de quoi vous parlez. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur votre émission Le Dimanche Politique. L'invité, nous ne le dirons jamais assez, c'est Jean-Pierre Orougou, acteur politique sur le plan national. Avec lui, on parle des questions de l'heure. Alors, Monsieur Orougou, on parle du dialogue inclusif et sans tabou initié par le président de la République. Nous restons toujours là-dessus. Vous avez pris part à ce dialogue, on ne le dira jamais assez. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui s'est dit? Mais je l'ai tantôt dit, je pense toujours, je continue à penser que le dialogue était une bonne chose. Il était important, après ce qui s'est passé en août, que les Gabonais puissent se retrouver, se parler et penser ensemble à revisiter notre vivre ensemble. Et c'est ce qui s'est passé pendant le dialogue. Il y a eu tous les aspects de la vie politique de notre pays, les institutions, la modernisation de la vie politique, l'économie. Toutes les questions ont été traitées pendant le dialogue. Et à l'issue de ce dialogue, un protocole d'accord qui comporte environ 264 articles a été signé par toutes les parties. Je constate aussi que les aspects qui portent sur la révision de la Constitution, les aspects qui portent sur le corpus électoral sont aujourd'hui effectifs, mais il reste encore tout ce qui porte sur la réconciliation nationale, les mesures de décrispation politique, les mesures de reconnaissance et même les mesures de dédommagement. Tous ces aspects ne sont pas encore... Vous n'avez pas limité le mandat du président de la République. C'était très attendu. Je reviens parce qu'il y a des mesures importantes qui ont été prises pendant le dialogue. Il était question de mettre en place des mesures de décrispation politique. Il était question d'envisager de libérer ce que nous, à l'opposition, nous appelons des prisonniers politiques. Tous ces aspects-là encore ne sont pas appliqués un an après le dialogue. Je trouve cela regrettable. Mais tout ce qui porte sur les élections, le CGE, le découpage électoral, etc. sont déjà en vigueur. Mais comme je ne cesse de le dire, toute œuvre humaine est perfectible. Je souhaite vivement que le gouvernement qui a été mis en place, d'autant plus qu'au sein de ce gouvernement, on retrouve un ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du suivi des actes du dialogue. Donc vivement que tout ce qui a été arrêté pendant le dialogue soit en vigueur dans notre pays, pour faire avancer le pays, pour que plus jamais nous puissions revivre dans ce pays août 2016. On va parler de vous spécifiquement. On revient là-dessus avec l'Union nationale. Lorsque vous avez pris part au dialogue, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un acte, une position personnelle, mûrement réfléchie. Mais le président Miboto, à l'époque, avait dit, je cite, on était exactement le 6 avril 2017, la participation d'un membre ou d'un militant dans un regroupement ou dans une manifestation n'est pas naturellement logique par rapport au texte du parti. Seul le président du parti pouvait le faire. L'acte posé par M. Jean-Pierre Orougou est un acte d'indiscipline et les sanctions vont pleuvoir. Comment avez-vous perçu cela? Écoutez, quand je suis allé au dialogue, je suis allé le jour et je fais une déclaration avant. Donc je ne suis pas allé sans prendre mes responsabilités. Et je l'ai dit dans d'autres médias que j'étais prêt à assumer toutes les sanctions qui allaient tomber. Or, il se trouve qu'un an après, aucune sanction n'est tombée. Et j'ai décidé, le 22 mai de ce mois, de démissionner, de formaliser ma démission de l'Union nationale. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de vous retenir en disant non, ne partez pas, restez toujours avec nous?
Pourquoi vous partez? Je préfère ne pas évoquer ça ici. Mais je vous fais seulement observer qu'un an après ma participation au dialogue, aucune sanction n'est tombée. Et ce n'est que le 22 de ce mois que j'ai officiellement démissionné de mon parti. Donc c'est assez éloquent et pertinent pour ceux qui savent lire entre les lignes. On parle maintenant des prochaines élections législatives. Vous êtes un acteur politique. Où est votre fief? Ben, c'est une question intéressante. Vous savez que pendant de très longues années, au sein de l'Union nationale, je m'occupais des questions diplomatiques, des questions de communication qui me prenaient énormément de temps. J'étais préoccupé par le rayonnement de mon parti. Et vous êtes aussi sans ignorer que notre parti a passé plusieurs années dans la clandestinité. Et j'ai fortement contribué à la réhabilitation de mon parti. J'étais très pris par... Pourtant, beaucoup disent aujourd'hui que vous n'avez rien fait. Vous n'avez quasiment rien fait. Vous ne laissez pas de traces à l'Union nationale. Ce n'est pas un argument que vous êtes obligé de prendre en compte. Mais écoutez, moi, ils sont responsables de ce qu'ils disent. Ils ne peuvent pas dire ça de quelqu'un qui a été pendant plusieurs années vice-président d'un parti. C'est vrai que je ne suis pas un ancien pédégiste, je ne suis pas milliardaire. Donc, ça c'est vous qui le dites. Donc forcément, je ne suis rien. Mais j'étais vice-président de ce parti pendant cette année. J'ai été reconduit lors du dernier congrès. Je ne peux pas vanter ici le travail qui a été le mien, mais je les laisse libres des propos qu'ils peuvent tenir à mon endroit. Mais moi, je ne tiendrai jamais des propos désobligeants vis-à-vis des anciens dirigeants de mon parti, parce que j'ai une certaine éducation. Je ne tiendrai jamais des propos désobligeants vis-à-vis de mes amis politiques avec qui on a partagé des moments particuliers, des moments de l'histoire politique de ce pays intense, et chacun sait le rôle que j'ai joué. Nous, avant de revenir sur les élections législatives, est-ce que vous vous êtes bien séparé de mon parti? Qui a l'origine du malaise aujourd'hui à l'Union nationale? Dites-nous exactement. On dirait que vous avez peur de parler. Si c'est Miboto, vous nous dites c'est Miboto qui est le malaise, qui est l'origine de tout ce qui arrive. C'est vous qui parlez de malaise. Moi, j'ai pris une décision d'homme politique que j'ai assumée et que je continue à assumer. Vous êtes journaliste, je vous laisse la liberté d'investiguer. Moi, je suis parti de ce parti, j'ai d'autres objectifs, je me plais dans ce que je fais actuellement. Je n'ai pas de commentaires particuliers à faire. Vous êtes aussi acteur politique, vous êtes tenu aussi de nous apporter la vérité. Écoutez, la vérité, c'est que je continue le combat politique. Oui, la preuve, j'ai accepté votre... Dites exactement ce qui s'est passé pour que vous partez de l'Union nationale. Mais je vous ai dit... Vous avez peur de Miboto? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Réellement ce qui se passe. Vous faites des fixations sur les individus. Non, on lit les... Je vous dis, et je l'ai dit tantôt, c'est une question de stratégie et de management. Je vous ai cité deux exemples. Le premier exemple... Je vous ai cité deux exemples. Le premier exemple, c'était après le décès du président Baobab, le parti avait décidé d'organiser des journées de concertation. Je n'étais pas d'accord. Je l'avais fait savoir pendant une réunion du bureau national et je suis resté chez moi. Pourquoi vous n'étiez pas d'accord? Parce que je suis un journaliste, parce que j'estimais que l'heure n'était pas à la concertation, l'heure était à l'action. C'était mon choix, c'était ma liberté. Je suis resté chez moi. Je vous dis encore qu'en août, lorsque les dirigeants, certains dirigeants de mon parti et quelques cadres des autres partis ont décidé de choisir un candidat, de porter leur choix sur un candidat unique, moi je n'étais pas d'accord. Je suis resté chez moi. C'est la démocratie, cher monsieur. Moi je ne fais pas des fixations sur les individus. Non, mais ce sont ces individus qui font l'actualité. On ne peut pas les citer. J'ai une certaine éducation. Je ne fais pas de fixations sur les individus. Je vous dis, c'est des questions stratégiques. Des questions qui ont marqué la vie de notre parti, pour lesquelles je n'étais pas d'accord. Je suis resté chez moi. Voilà. Alors, on le disait tout à l'heure, votre fief politique, il est où, puisque vous allez aux élections législatives? Je ne vous ai pas dit que j'allais aux élections législatives. Bon, ok. Je ne crois pas l'avoir déclaré ici. Vous êtes acteur politique. Je vous ai, d'accord, je rectifie. Je vous ai dit que la vie politique
c'est comme la vie. Il y a des étapes. Je vous ai dit tantôt que j'ai été pendant des longues années responsable, vice-président. J'étais chargé des questions qui portaient sur la communication et les nouvelles technologies. C'est très passionnant. J'étais chargé des questions diplomatiques. Donc j'ai énormément travaillé là-dessus, vous le savez. Ce plan diplomatique, il m'est arrivé de faire des missions à l'étranger, des missions qui étaient quelquefois discrètes. Addis Abeba en Éthiopie. Donc j'ai énormément travaillé. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que je voulais bien faire les choses. Et donc je ne me suis pas consacré au volet purement politique de ma carrière. Et je pense que maintenant que je n'ai plus ces responsabilités au sein du parti, ben, il va falloir que je travaille à être actif sur le siège que j'aurais choisi. Et vous êtes forcément originaire de quelque part. Voilà, vous savez que je suis né à Libreville. J'ai longtemps habité dans le 3e arrondissement et que je suis originaire du canton Aval dans le Moyen-Ogooué. Du moment venu, je choisirais l'un des deux là où fiefs, vous pouvez avoir plus de chance, parce qu'au 3e arrondissement, c'est Célère, on ne vous le cache pas. Voilà. C'est le Célère et le Parti démocratique gabonais. Voilà. Sauf si vous décidez d'adhérer d'aller au PDG. C'est pas exclu? Peut-être que j'irai chez moi dans l'Ogooué Aval. C'est exclu. Vous iriez dans quel parti, vu que vous n'êtes plus de l'Union nationale? Mais écoutez, je réfléchis encore. J'ai eu beaucoup de propositions depuis que je suis parti. Vous allez choisir le PDG. Là-bas, ça brille. C'est le parti au pouvoir. J'ai reçu beaucoup de sollicitations. Du côté du parti aussi, du PDG? Non, je vous dis simplement que depuis que le dialogue est fini, le temps de retrait que j'ai pris, j'ai eu beaucoup de sollicitations, mais pour le moment, je n'ai porté mon choix sur aucun parti. Non, mais vous avez toujours du mal à répondre directement à nos questions. Est-ce que le PDG vous a consulté? Si on fait la fixation, parce que c'est le parti au pouvoir. Je ne vous dirai pas qui m'a consulté. Je vous ai simplement dit que pour le moment, je prends du temps, je réfléchis, je travaille. Je travaille énormément, je reçois beaucoup de personnes, je consulte, je voyage, mais pour le moment, je n'ai cédé à aucune proposition. Mais vous allez forcément choisir, non? Ben, peut-être que le moment venu, je choisirai de travailler. Démocratie nouvelle, PSD, PDS? Je ne sais pas lequel, mais peut-être que vous partagez les mêmes idéaux. Peut-être que le moment venu, je choisirai un parti politique. Ça viendra, il faut se donner du temps, il faut réfléchir. La politique, c'est une belle activité, une activité qui est sérieuse, qui engage la vie de quelqu'un. On ne devait pas prendre des décisions de ce type à la légère. Il ne faudrait pas comme ça, un matin, on vient proposer d'adhérer à un parti, vous sautez. Non, 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 il faut prendre du recul, analyser le contexte, les enjeux, l'idéologie du parti, des acteurs en présence. C'est très important lorsqu'on veut. Moi, je suis quelqu'un de très engagé, de très passionné aussi. Je voudrais me mouvoir là où il y a la possibilité de s'épanouir. De s'épanouir. Vous êtes un partisan de l'unité nationale? Oui, on ne peut pas faire la politique. Vous pouvez prôner pour le dialogue, la tolérance et la paix. Je vois vers où vous voulez m'amener, mais je suis pour que les Gabonais se retrouvent, se parlent, pour que notre pays se développe, parce que nous avons trop souffert. Le pays a souffert des divisions politiques. On a fait trop de politique. Il faut que le pays travaille. Voilà. Vous irez aux élections législatives. J'ai posé cette question tout à l'heure. On ne connaît pas encore votre position là-dessus. Écoutez, pour le moment, je n'ai pas encore décidé si je dois aller aux élections ou pas. Il n'est pas trop tard? Je réfléchis. Il n'est pas trop tard en politique. Les élections, c'est peut-être fin juillet, début août, vous savez qu'en politique, quand on a un vrai plan de travail, quand on se donne les moyens, on peut faire une bonne campagne en moins d'une semaine. Où allez-vous trouver? Surtout que les circonscriptions ne sont pas très vastes. Donc il y a possibilité. Vous avez des amis dans les deux camps. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure. Où allez-vous trouver des moyens pour pouvoir financer votre campagne si vous êtes candidat aux élections législatives? Vous allez compter sur vos amis qui sont du côté du palais du bord de mer? Écoutez, j'exerce quand même une activité, oui. Donc j'ai mes revenus. On ne peut pas décider de faire la politique si on n'a pas des revenus personnels. Mais si on n'a pas aussi des soutiens. Si je décide de me lancer dans une campagne, c'est forcément que j'aurais budgétisé cette campagne. Vous savez que je suis banquier, donc je sais prévoir, je sais budgétiser, puis je sais faire... Est-ce que ça suffit
parce que la politique aussi, c'est avoir des gens qui vous accompagnent, parce que seul, vous ne pouvez pas réussir. Seul, ce n'est pas totalement évident. Vous pouvez réussir, mais ensemble, vous pouvez aller plus loin. Et le coup de bâton magique reviendrait peut-être du palais du bord de mer. C'est vous qui faites toujours les mêmes fixations. Moi, je ne vois pas que le bord de mer. Et je fais la politique pendant 7 ans. Ce n'est pas le bord de mer qui m'a aidé. Je continuerai à faire la politique sans forcément la contribution du bord de mer. Faire une campagne dans une circonscription du Gabon, ça n'appelle pas à avoir des milliards. On peut bien faire la campagne avec les moyens modestes et gagner. L'histoire du Gabon est assez riche. Il y a des gens qui n'avaient rien, qui sont devenus députés dans ce pays. Un banquier, c'est celui qui a forcément une forte, j'ai envie de dire, des connaissances en économie. Comment se porte le Gabon? Mais écoutez, vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de tenir de gros discours. Le Gabon ne se porte pas bien, vous le savez. Beaucoup de secteurs d'activité sont en crise. C'est un secret pour personne. Tout ce qu'on souhaite, c'est que les dirigeants puissent prendre conscience de cette situation et d'y trouver des solutions. J'entends parler du plan de relance économique qui, je l'ai lu. Vous y croyez? Mais écoutez, ils sont assez responsables pour ne pas... Oui, vous pouvez y croire, hein, parce que je crois que position change au fur et à mesure. Je crois que ceux qui l'ont conçu sont assez matures et majeurs pour mener à bien des projets aussi ambitieux. Mais il ne faut pas se voiler la face. On n'a pas besoin de faire des dessins particuliers. Le Gabon se porte mal. Une belle illustration, c'est des poubelles qu'on voit partout dans Libreville. Quand on apprend que c'est parce que l'État n'a pas payé une dette, que les compagnies chargées du ramassage de poubelles ne font pas leur travail, c'est quand même assez triste pour un pays comme le nôtre. Puisque vous êtes du domaine et on a la chance de vous avoir sur ce plateau, la crise elle est mondiale, hein, n'est pas singulière au Gabon. Mais pourquoi ça sévit autant chez nous et les autres arrivent quand même à gérer leur crise? Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, la situation du Gabon, pour la situation du Gabon, la crise est un alibi. Ah bon? Je pèse mes mots. D'autres pays, il y a l'argent? Il y a d'autres pays de la sous-région sont aussi victimes de la crise et pourtant ils arrivent à s'en sortir. La situation du Gabon, il ne faut pas se voiler la face, c'est un problème de gouvernance. Il faut rectifier le tir, il faut avoir les priorités et se donner les moyens pour les réaliser. Au niveau de, vous dites, la gouvernance, c'est à quel niveau? Au niveau de l'exécutif ou bien du gouvernement? Bon, vous savez que l'exécutif au Gabon est bicéphale. Et donc, quand on parle les principaux responsables de la gouvernance, c'est forcément l'exécutif. Ce sont eux qui indiquent la voie, ce sont eux qui ont la vision, et ce sont eux qui sont ceux qui ont les manettes de notre économie. Ils doivent rectifier le tir, c'est pas normal. On a du mal à y croire au regard de la vision et des directives données par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Vous pensez qu'il ne serait pas bien entouré, par exemple? Problème de casting, comme lui-même il a cessé de le dire. Vous savez qu'en management, lorsqu'une équipe ne fonctionne pas, on n'accuse pas les membres de l'équipe. On accuse le patron de l'équipe. Parce que c'est le patron de l'équipe qui a la responsabilité du bon management. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il est mal entouré. C'est lui qui choisit ceux qui sont censés l'entourer. C'est lui qui les coach. Donc la responsabilité de la situation du pays incombe en premier au chef de l'État. Moi je l'ai dit clairement, c'est lui qui doit opérer les bons choix, c'est lui qui doit choisir les bons hommes, c'est lui qui doit faire le bon management. Si les gens sont mauvais, il faut les changer. C'est comme ça que ça se passe. C'est des lois de management qui sont connues de tout le monde. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que la crise mondiale que connaît la planète aujourd'hui est un alibi pour le Gabon. Vous estimez qu'il y a l'argent? Et qu'on veut nous faire croire qu'il n'y a pas l'argent? Moi, je pense que si la gestion du pays se faisait de manière responsable, la crise ne serait pas aussi effrayante comme nous la vivons. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
Mais écoutez, il y a des gens qui pensent ça. Et je crois qu'il y a un nouveau ministre de l'économie. Je crois qu'au niveau de la présidence, au niveau de la présidence, au niveau de la présidence de la République, je sens que ça bouge. Bah, je crois qu'il faut rectifier le tir. Il faut pas avoir honte de l'avouer. Il y a des choix qui n'ont pas été bons. Il faut se le dire. Et notre pays mérite mieux que ce que nous vivons actuellement. Il faut le dire. Il faut pas se voiler la face. Nous pouvons faire mieux. L'argument qui consiste à dire que le Gabon, qu'il y a une crise mondiale, c'est pourquoi nous vivons ci, nous vivons ça. Moi, je trouve que c'est un argument qui n'est pas assez soutenu. Avant de vous laisser dire le dernier mot de cette émission, parce que le temps, il va vraiment vite, on va revenir sur ceux qui ont accepté de prendre part au dernier gouvernement d'Issozé Ngondé. Est-ce que politiquement, quel est, j'ai envie de dire, Michel Menga Messon, s'ils ne sont pas reconduits, est-ce qu'ils peuvent survivre? C'est vrai que vous avez dit un homme politique ne meurt pas, mais quitte de leur crédibilité aujourd'hui. Vous savez, je vous donne un exemple simple. Les anciens pédégistes sont devenus des sauveurs dans l'opposition. En politique, on n'est jamais mort. Il suffit de savoir flairer le bon moment, tenir le bon discours. Le bon discours. Ils ont saisi le bon moment du mangement, par exemple? Moi, je ne vois pas les choses en termes de mangement. Je vois les choses en termes de... Il s'agit du Gabon, monsieur. Il s'agit de notre pays. Il s'agit des cadres de notre pays. Oui, mais c'est notre pays aussi qui fonctionne comme ça depuis 90. J'ai la faiblesse de voir les choses ainsi. Vous n'avez pas l'impression qu'on fait du surplace, des acteurs politiques qui font des va-et-vient, et à un moment donné, on tourne en rond. Ça peut également impacter dans la gouvernance du pays aussi. Mais ça va dans tous les sens. Hein. Ça va dans tous les sens. La circulation des hommes politiques, les hommes du PDG qui vont dans l'opposition, les hommes de l'opposition qui vont au PDG, c'est le Gabon. Est-ce que nous avons encore des acteurs politiques? Et les Gabonais s'accommodent de ça. La preuve, les anciens PDGistes deviennent des leaders dans l'opposition, des grands sauveurs. Mais on a l'impression que le peuple est toujours laissé en rade. C'est plus les intérêts personnels. Parce que c'est le même peuple aujourd'hui qui se copie dans l'insécurité. C'est le même peuple aujourd'hui qui n'a pas l'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas ses 3 repas journaliers. À partir de cet instant, on se demande si les gens qui disent être là pour le peuple sont véritablement là pour le peuple. Mais posons-nous la question dans le sens contraire. Ce même peuple, disons-nous la vérité, ce même peuple acclame ces fossoyeurs, acclame ces bourreaux. Est-ce que ce n'est pas le peuple lui-même qui s'accommode de cette situation? Vous croyez que si quelqu'un qui a été un homme politique qui s'est mal comporté devenait opposant et que le peuple ne viendrait pas à ces meetings, etc., ça pourrait servir aux autres hommes politiques. Mais c'est ce même peuple qui va acclamer ces gens-là. C'est ce même peuple qui va acclamer ces bourreaux d'hier. 2023, c'est pas loin, vous verrez. Monsieur le prochain leader de l'opposition en 2023 sera peut-être un ancien PDGiste. Vous avez une idée de qui peut être... qui sera peut-être un leader du PDG, un ancien PDGiste qui verra avec ses valises de milliards dans l'opposition et qui sera acclamé comme sauveur. Par ce même peuple. Vous avez une idée de qui sera leader, par exemple, en 2023? C'est plus loin. Non, je n'ai... Vous savez, la politique nous réserve des surprises. On peut parler de 2023 comme on peut parler de 2018. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce qu'il existe encore des hommes politiques vrais dans ce pays? Il y a pas ceux qui peuvent servir de modèle. Il n'y a pas d'instrument de mesure, cher monsieur. Il n'y a pas un instrument qui permet de mesurer c'est l'intérêt qui guide l'esprit. De qui est vrai et qui ne l'est pas. Il n'y a pas d'instrument, malheureusement. Je sais seulement qu'au Gabon, que notre pays dispose de cadres de très haut niveau, des hommes politiques brillants, intelligents. Parler de vrai ou de faux, c'est pas ma lecture de... Vous dites intelligent de très haut niveau, mais le pays est au bas niveau. Pourquoi cela? C'est une volonté de ne pas faire... Mais le problème, c'est, je vous disais tout à l'heure, c'est un problème de management. Il faut mettre ces intelligences sur orbite, leur donner les moyens pour
qu'ils puissent travailler et qu'ils puissent réussir. C'est ça le problème. D'autres l'ont fait. Vous avez vu d'autres pays que je ne citerai pas, qui sont partis de rien pour devenir des références en Afrique. Parce qu'à un moment donné, ils se sont arrêtés, ils ont fait le point, ils ont choisi les bons hommes, ils ont choisi la bonne politique, ils ont fait du bon management. C'est important aujourd'hui la science qu'on appelle le management. Il faut bien gérer les hommes et les choix sont là. Un homme, on doit lui donner au début de sa mission des objectifs, des moyens et des délais avec un agenda bien défini pour atteindre ces moyens-là. Est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait? Voilà, pourquoi d'autres ont réussi et pas nous? Pourquoi? C'est possible au Gabon, c'est possible. Toute dernière question avant de vous laisser dire votre dernier mot et de conclure l'émission. Quelle est votre particularité? En quoi vous distinguez des autres hommes politiques? Je ne peux pas me juger, cher monsieur. Je suis simplement un citoyen qui aime son pays, un citoyen qui travaille pour que les choses changent, un citoyen qui a travaillé dans un parti politique pendant 7 ans et 8 mois, un citoyen qui continue à travailler parce que même si je ne suis pas visible, je suis quelque part dans ce qui se fait actuellement. Et je continue à travailler. Quelque part dans les deux camps? Non, je suis quelque part dans un camp et je peux vous dire que dans ce qui se fait actuellement, et c'est le camp? Dans l'opposition, j'apporte ma pierre même si je ne suis pas visible. Quand vous rencontrez les hommes du pouvoir, qu'est-ce qu'ils vous disent? Monsieur Rogou, venez de notre côté, c'est nous qui avons le pouvoir, on vous garantit le ciel et la terre? Je n'ai jamais entendu ça d'un homme du pouvoir. Mais ils vous disent quand même quelque chose qui va dans ce sens? Quand je rencontre les hommes du pouvoir, nous parlons du Gabon. Oui, du Gabon. Mais comment? Et chacun de nous dit ce qu'il pense sincèrement du Gabon. Moi, quand je rencontre des gens du pouvoir, je leur dis ce que je suis en train de vous dire. Mais est-ce qu'ils ne vous disent pas, mais venez avec nous, nous sommes la solution? Je n'ai jamais entendu ça. Et si c'était le cas, est-ce que vous pourriez nous le dire? Mais la preuve, je suis toujours de l'opposition. Je travaille dans l'opposition. Voilà. Vous regardez cette caméra et vous vous adressez aux Gabonais qui vous regardent. Et puisque vous me donnez l'opportunité de le faire, je dirais simplement que notre pays, c'est un très beau pays, avec une faible population et beaucoup de potentialités. Notre peuple mérite mieux que ce qu'il vit actuellement. Et en son sein, il dispose des Gabonais de valeur. Ces Gabonais doivent être mis sur orbite, ils doivent être bien managés pour, dans les délais très courts, sortir notre pays de la situation actuelle. Je disais, et je l'ai observé dernièrement, le Premier ministre parlait de l'insécurité, parlait de l'insalubrité. C'est des questions quotidiennes qui préoccupent chacun de nos compatriotes. Il n'est pas normal dans un pays comme le nôtre de constater que dans le même arrondissement que se trouve le palais présidentiel, il se trouve des quartiers qui sont pris en otage par des bandits. C'est pas normal, il faut régler, il faut rectifier le tir, notre pays mérite mieux. Et j'ai accepté d'aller au dialogue parce que je pensais que les Gabonais pouvaient se donner la main, que les Gabonais pouvaient travailler ensemble pour faire bouger les lignes. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que l'invité de ce numéro s'appelle Jean-Pierre Rogou, acteur politique bien connu tant sur le plan national qu'international. Monsieur Jean-Pierre Rogou, une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir sur ce plateau pour parler toujours du Gabon. Je vous remercie et c'est avec plaisir que j'accepterai d'autres invitations. Merci. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, avec un nouvel invité bien sûr. Portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Renaissance Télévision car le meilleur reste toujours et toujours à venir. Et retenez que la réussite, ce n'est pas d'aller de succès en succès, mais de se relever autant de fois que l'on tombe. Bonsoir.